Ok, bon, écoute, on va directement commencer, je pense. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Moi, je m'appelle Kylian Jarté-Brandao, je suis artiste plasticien depuis quelques années maintenant, 6-7 ans, je pense. Et voilà, j'ai une pratique assez diverse de mon art. Ça va par la photo, ça va par la sculpture, par la peinture, la performance et l'installation surtout aussi, pas mal d'éditions. Et voilà, c'est toujours assez divers et varié. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui tu es, ta famille, un petit peu ton background familial, la ville dans laquelle tu as grandi, etc. Moi, j'ai grandi dans une toute petite ville à côté de Laval, donc vraiment la campagne, pas beaucoup d'art à côté de moi. Mes parents m'ont eu très jeune, ils ont travaillé à l'usine, milieu ouvrier, tout ça, donc j'ai vraiment pas eu du tout accès à l'art. Mais tout petit, genre, j'ai toujours dessiné, toujours été intrigué par comment on faisait les dessins animés, comment on recréait quelque chose qu'on voit en réel sur un papier. Ça s'est un peu démocratisé en primaire, à l'école primaire, où il y avait des sortes de sessions d'art plastique, où on apprenait à faire de la peinture, etc. Et je me rappelle d'un souvenir assez marquant où là, je me suis dit, là, je vais faire du dessin. Je sais pas si vous avez eu ça, mais au moment où on apprenait une poésie, on nous demandait toujours de faire l'illustration à côté de la poésie dans le carnet de poésie. Ah non, j'avais pas J'avais grave ça aussi. Ah, c'est Oui. Un carnet de poésie, et à droite vous avez la poésie à prendre, et à gauche il fallait faire l'illustration de la poésie. Et genre c'est à ce moment-là où genre, je me donnais à fond sur l'illustration et j'apprenais même plus la poésie. Et du coup je me suis rendu compte qu'en fait ça m'intéressait beaucoup plus le fait de créer un visuel, créer une forme plastique à partir de n'importe quoi au final, mais c'était vraiment ce truc-là qui me plaisait. Ok, je comprends. Et donc du coup, tu as dit que donc, dans ta famille, il n'y avait pas justement de sensibilité artistique. Et toi, tu dirais que comment ça t'est venu, du coup, cette curiosité de l'art quand tu disais, tu faisais des petits dessins, etc. Mais qui t'a montré? En fait, il y en a eu une, mais genre vraiment une espèce de sous-culture où mon père était très fasciné par l'univers manga, l'univers des animés du Japon. Et il a introduit ça très jeune chez moi en regardant genre, des dessins animés, des mangas, des animés du style Dragon Ball Z, Naruto, tout ça, tous ces trucs-là. Et en fait, à force de regarder ces trucs-là, j'ai voulu reproduire ces trucs-là. Et c'est en reproduisant ces trucs-là que j'ai commencé à dessiner. Et c'est à ce moment-là que j'ai dévié et commencé plus à m'intéresser à l'art qu'aux animés de base. Mais toute ma période adolescente a été vraiment genre baignée dans le monde et l'univers des animés, des mangas et tout. Et c'est ça qui m'a vraiment introduit dans une pratique du dessin et plus tard une pratique autre des arts plastiques. Ok, ça marche. Et ta famille, par rapport à ta pratique des arts plastiques, ils voyaient ça comment Alors justement, moi je me rappelle d'une discussion avec ma mère qui me disait nous on a très peu de diplômes, on a dû travailler à l'usine très tôt parce qu'on a eu des enfants très tôt et du coup on n'a pas vraiment fait ce qu'on voulait. On voulait gagner de l'argent très tôt pour pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille. Donc nous ce qu'on veut c'est que vous épanouissez dans le truc que vous voulez, quoi. Genre que vous ne mettez pas de barrière et tout. Donc il y a vraiment eu une sorte de liberté. Par contre, après, une fois avoir commencé, par exemple, j'ai fait les Beaux-Arts, et à la fin des Beaux-Arts, j'ai senti qu'il y a eu une sorte de contre-coup, et ils se sont dit, ok, là, est-ce que ça mène vraiment quelque part? Est-ce que c'était le bon choix de l'avoir poussé à faire ce qu'il voulait? Parce que là, il y a un peu une sorte de retour de bâton où il n'y a pas vraiment de suite possible, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Et puis il y a une peur aussi, j'imagine, ça, pour eux que tu ne gagnes pas aussi l'argent qu'il faut pour vivre. Exactement. Surtout eux qui viennent du milieu ouvrier. Mais justement, c'est ça qui est étonnant, je trouve, c'est que souvent dans les milieux ouvriers,
parce que justement ils ont connu un peu cette pauvreté et du coup ils vont forcer peut-être plus leurs enfants à une sorte d'ascension sociale comme on pourrait le voir du coup dans la société, et donc toi ils t'ont pas du tout sensibilisé à ça, à ces aspects-là? En fait je pense que malgré eux ils pensaient que en me poussant vers un truc que j'aimais, genre j'allais possiblement le faire devenir professionnel et que ça marche après. Dans l'art, c'est assez difficile de faire ça, mais du coup, je pense que c'était vraiment le but de pousser vers un truc dont j'excellais, parce que vraiment au lycée, genre, j'étais le top 1, genre, majeur de promo et tout. Mais sauf que, en fait, ça marche pas comme ça, et je pense que c'est justement ce truc où ils ont eu une délusion après, où ils se sont dit ok là peut-être que c'était pas le truc à faire, et voilà. Mais je pense qu'il y avait vraiment une volonté de ok on lui laisse faire le truc qu'il veut, puis c'était le plan boom de tous les designers graphiques, de tous les infographistes, de tout, et je dessinais à ce moment là, donc je pense qu'il y a eu dans leur tête cette idée que ça pouvait marcher, et voilà. Ok, oui, donc t'as été lancé un peu, c'est super parce que c'est hyper atypique, quoi. Justement, comme tu dis, premier de la classe, on va pas leur dire bah vas-y va faire de l'art, quoi. On va leur dire, l'art c'est un peu connoté justement ceux qui étaient pas bons à l'école, ceux qui avaient une sensibilité autre, qui n'étaient pas compris par le cursus général, et donc du coup vas-y va faire de l'art, quoi. Mais on va voir ce que tu veux, dans tous les cas, t'es pas bon à l'école, quoi. Alors que toi, t'étais bon à l'école. Jusqu'à une certaine limite, ouais. Enfin, jusqu'à la 6ème, j'étais très bon. Et en fait, après, genre, j'ai lâché prise pour genre, faire ce que j'aimais, quoi. Mais... Oui, mais c'est parce que t'as pas envie de te concentrer sur autre chose aussi, quoi. Et puis j'étais un peu le genre d'élève un peu révolté, genre j'avais des trucs à dire. Je le disais par mes dessins. Et ça m'achetait pas, genre je me rebellais contre les profs. Du coup, il y a eu un peu une sorte de fracture à un moment donné de l'école et de moi. Ouais, déjà à l'époque, révolté. Ouais, un peu. L'art engagé a donc commencé tôt, quoi. Ouais, on peut dire ça. Est-ce que tu peux nous parler de comment c'était justement de grandir dans la ville dans laquelle tu as grandi, puisque c'était une petite ville, de ce que tu C'était un village même. Un village. Est-ce que tu peux nous parler de comment c'était de grandir là-bas peut-être en sachant déjà que tu étais queer, peut-être avec tes affinités à l'art, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, en fait c'est assez spécial parce que du coup j'étais vraiment dans un tout petit village, à côté quand même d'une assez plus grande ville, mais genre c'était vraiment genre la race campagne, quoi. Et en fait mon quotidien c'était, enfin je vais parler du collège lycée là, mais mon quotidien c'était de se lever vers 6h30 pour prendre un bus pendant 1h, 1h15, aller à l'école, repartir, prendre le bus pendant 1h15 et revenir vers 19h chez moi. Du coup, en fait, mon quotidien de vie, c'était vraiment école, se nourrir, dormir, école, se nourrir, dormir. Et c'était ça pendant genre, quasiment 7 ans de ma vie, quoi. Donc, les seuls moments où je m'épanouissais, justement, c'était les moments à l'école où genre, je dessinais en art plastique, je dessinais en histoire géo, je dessinais en maths, je dessinais en anglais. Et en fait, c'est pour ça que à la fin de mon cursus, j'étais mauvais à l'école parce que juste c'était mon moment d'épanouissement, tu vois, mon moment où genre je créais, et c'est comme ça que ça a marché. Ok. Et donc tu faisais plus attention aux cours. Ouais, non, c'était vraiment j'avais trouvé le truc qui me plaisait et je voulais aller au bout là-dedans, et dès que je trouvais un moment, enfin à partir d'un moment, c'était devenu même un réflexe, genre même quand je voulais suivre le cours, ça partait dans un dessin sur le cahier, alors que de base c'est pas ce que je voulais, c'était devenu mécanique, quoi. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton entrée aux Beaux-Arts, parce que tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, de qu'est-ce que ça a changé en toi, les Beaux-Arts, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais au lycée, j'ai fait une option art plastique où on m'a beaucoup poussé pour faire cette option-là parce que c'était vraiment le milieu où
qui était parfait pour moi d'après tous les profs. Mon prof d'art plastique m'a vachement poussé là-dedans. J'ai fait 3 ans d'option art plastique et à la fin on a un oral, le bac d'art plastique, une sorte d'oral où on présente ses travaux et on dit pourquoi on a fait ça. Enfin, il y a une sorte de démarche de présentation d'œuvres, mais un peu comme si c'était nous dans un musée, mais forcément plus minime. Et en fait, ce truc-là, les jurys l'ont ultra bien perçu. Genre, j'ai eu 20 sur 20, tout était parfait et tout. Et il y a eu cette question de. J'avais une possibilité de faire une double carrière. J'avais deux grosses propositions qui s'offraient à moi. Soit faire les beaux-arts ou soit faire une grosse école d'infographie. Et mon envie de base, c'était de faire l'école d'infographie parce que je savais que ça pouvait avoir plus d'opportunités professionnelles et plus de concrétisation dans le milieu de l'art. Et ce que mon prof d'art plastique me dit, mais Kylian, tu vas tellement t'ennuyer là-dedans, enfin toi tu dois aller aux Beaux-Arts et tout. Et en faisant des portes ouvertes de Beaux-Arts, je me suis rendu compte que oui, je me sentais plus à l'aise là-dedans. Et j'ai fait plusieurs entretiens pour des écoles des Beaux-Arts, j'étais accepté aux Beaux-Arts. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis arrivé aux Beaux-Arts avec beaucoup de techniques, beaucoup de savoir-faire, je savais ultra bien dessiner, je savais un peu peindre et tout. Et aux Beaux-Arts, on a complètement déconstruit ça et on m'a dit, en fait, c'est pas ce qu'on recherche. On veut pas des gens qui dessinent bien, on veut pas des gens qui savent peindre, on va pas vous apprendre de la technique, on va pas vous apprendre à bien dessiner, à bien modeler, on va rien vous apprendre à faire, on va juste vous apprendre à sortir ce que vous avez dans la tête et à le transformer en une matière plastique. Et c'est ça qui a été assez intéressant, c'est qu'en fait je m'attendais à pouvoir faire des peintures de 6 mètres par 8 et bien apprendre à comment faire un visage à l'huile. Et en fait pas du tout, on m'a dit, c'est pas ça les Beaux-Arts, les Beaux-Arts c'est apprendre sur soi. Et au départ j'étais un peu en mode oula, ça va être bizarre ces études. Et au final, au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure des échanges avec les profs, des échanges avec les élèves, le fait d'être baigné quasiment 24 heures sur 24 avec d'autres artistes, et en fait, tu grandis tellement sur toi et t'apprends tellement plus sur ta peinture à toi, sur ton travail à toi, que à travailler n'importe quelle technique, quoi. Mais pendant ces cours-là, il y avait malgré tout les profs qui étaient présents pour vous aider, pour vous accompagner, pour gagner en technique, non? Pas vraiment. Pas vraiment. Ah Non. ouais? C'était vraiment... il y avait des sujets bien ancrés en mode... les 2 premières années des Beaux-Arts, c'était en mode peinture, sculpture, etc. Et on nous donnait un thème, par exemple en peinture ou en sculpture. Par exemple, en peinture, je me rappelle d'un thème, c'était peindre la nuit, donc très vague. Et il fallait produire un truc sur peindre la nuit. Okay. Et on nous a jamais appris à bien tenir un pinceau ou quoi que ce soit. C'était l'apprentissage par soi-même. Ouais, c'est ça. C'est apprendre de soi et de sa technique du coup aussi. Donc il n'y a pas de technique vu que c'est ta technique, quoi. Et je pense que c'est ça qui est bénéfique aux Beaux-Arts, c'est qu'en fait on va pas nous formater on va vous apprendre comment bien peindre, on va vous apprendre à comment retranscrire ce que vous avez à vous sur une peinture par exemple. Et je pense que c'est en gardant le style propre de chacun. C'est ça. Et des fois, on n'a pas de style et on découvre son style au fur et à mesure, tu vois. Et c'est ça qui est ultra formateur. Toi, tu dirais que tu as découvert ton style à quel moment? Et qu'est-ce qui le nourrit de ce style? Mais j'ai même pas l'impression d'avoir déjà trouvé mon style, tu vois. Mon travail, tout s'oriente vers une même direction quand même. Mais des fois, il y a des trucs que je fais qui n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Et c'est comme une sorte de branche d'arbre avec des branches qui se plantent dedans. Rien n'est trop pareil, mais en même temps, tout est sur le même tronc commun, quoi. Je sais pas encore si j'ai trouvé mon style. Est-ce que même il y aurait un style, tu vois, t'en as peut-être plusieurs aussi. Oui, complètement. En fait, il y a ce truc aussi aux Beaux-Arts aux Beaux-Arts et dans l'art en général où on sait reconnaître une œuvre d'un artiste parce que c'est sa patte et il a tout le temps le même truc. Et moi j'ai vraiment du mal à avoir ce truc là par exemple. Je sais qu'il y a des artistes qui
qui rentrent là-dedans complètement, qui ont leur style de peinture, leur style de... Mais j'ai l'impression qu'avec les nouveaux artistes là, émergents qui sortent des beaux-arts en ce moment, enfin il y a quelques années en ce moment, on tend plus à sortir de ce truc de être peintre ou être sculpteur ou être photographe. J'ai l'impression que c'est un truc qui est beaucoup plus pluridisciplinaire, quoi. Ok. Oui, parce que toi, du coup, tu es photographe. La photographe, j'en fais très peu. Enfin, la photographie, pardon, j'en fais très peu. La photographie, c'est plus un moyen de documenter pour moi. Ok. J'estime pas que quand je fais une photo, ça devient l'objet final ou le travail final, l'œuvre finale, quoi. C'est plus un procédé dans une technique de travail, par exemple. Ok. Notamment pour potentiellement utiliser cette photographie-là pour ensuite faire du montage, par exemple, ou peindre dessus, ou... Ouais, exactement. La photo, c'est une étape intermédiaire souvent d'un projet. Souvent, ça va être prendre une photo pour l'inclure dans un fanzine qui va être disponible comme œuvre d'art après, mais la photo sera jamais imprimée sur un mur dans un cadre photo. J'arrive pas à faire ça, j'ai du mal avec la photographie. Tu prends des photographies avec un téléphone. C'est ça. Ouais. C'est plus de la photo amatrice, Ouais. si je puis Oui. dire. Enfin, en tout cas, avec une esthétique de photo amatrice, si je puis dire. Complètement. Ok. Et justement, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager, toi, ce que tu vois dans ton art, quels sont tes différents types d'art, quels sont tes différents styles que tu évoquais, peut-être, et qu'est-ce que tu cherches à produire par ces différents styles. Voilà, si tu veux bien nous expliquer ça. En gros, mon travail au début des Beaux-Arts a été très sur la peinture, parce que c'était vraiment un truc que je voulais maîtriser. Parce que j'étais arrivé un peu aux Beaux-Arts en mode je sais très bien dessiner, mais la peinture, genre pas du tout. Genre, j'avais un peu l'impression de la peinture, c'était le moment de gâcher un dessin, où genre je dessine, je rajoute de la peinture et ça devient dégueulasse, c'est horrible. Et en fait, j'ai appris que la peinture, c'était pas juste colorier un dessin, mais la peinture, c'était vraiment peindre en fait. Tu agis directement sur la toile avec la peinture et tu crées les formes à partir de la peinture, mais tu colories pas un dessin par exemple, tu vois. Et ce truc-là, ça a duré 2-3 ans où genre j'ai appris à peindre et tout. Et une fois que j'avais compris comment peindre, ça m'a lassé, j'ai dû partir sur autre chose parce que genre, j'en pouvais plus de la peinture. Et du coup, la sculpture est arrivée et l'édition est arrivée en même temps. Et là, ça a été un boom de... Je faisais peinture, sculpture, édition, installation, performance. Et tout ça, c'était beaucoup trop. Genre, j'aimais un peu tout ce que je faisais. Et c'était le moment où je devais un peu concrétiser mon choix parce que j'avais eu ma licence. Et en master, on nous demande d'avoir une direction quand même plus visée, plus étroite. Et moi, ça m'embêtait un peu parce que je voulais vraiment continuer à faire tous ces trucs. Mais en même temps, je ne trouvais pas vraiment de lien entre tous ces trucs. Et en fait, j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était raconter des histoires, raconter ce que je vivais dans ma vie aux gens. Et pour ça, genre, je créais des performances où je reproduisais des trucs que j'avais vus, par exemple, dans des soirées techno auxquelles j'assistais, dans des lieux assez privés, où je voyais des performances d'autres artistes, où j'entendais de la musique, où genre, j'étais happé par une sorte d'ambiance où je dansais, etc. Et j'avais envie de reproduire ce truc-là. Et le montrer à un public, mais je ne savais pas comment le rendre juste avec la discussion. Du coup, je me suis dit que j'allais créer des performances pour essayer de transmuter ce truc très intime qui était pour moi lors d'une soirée, un événement très privé lors d'une soirée, et le retranscrire à un public plus large. Du coup, j'ai créé ces sortes de performances où avant, j'avais créé des sortes d'objets qui s'introduisaient dans ces performances. C'est-à-dire que j'imaginais ma performance, je sais pas, ça va être
un repas de Noël, nanana, où ça se produit. Et pour ce repas de Noël, j'avais besoin de construire la dinde, besoin de construire la table, j'avais besoin de construire la fenêtre. Enfin là, c'est un exemple complètement faux, mais... Et du coup, pour faire la fenêtre, j'avais besoin de faire de la peinture, pour faire la dinde, j'avais besoin de faire de la sculpture, pour faire la table, j'avais besoin de faire du bois. Et du coup, tout ce que j'avais envie de faire, en fait, avant, je pouvais le faire pour créer ma scène, pour la performance. Et c'est comme ça que petit à petit, ma démarche s'est construite autour de ok, on va faire une scène, on va faire une performance, et tous les objets qui seront dans cette performance, ce sera moi qui les crée parce que j'aime peindre, j'aime sculpter, j'aime faire de l'image. Ouais, ça rejoignait un peu ce ça. que tu disais, ton côté où tu avais envie de tester plein de trucs et tu avais envie de faire plein de choses. Et malgré tout, tu dis que ton style, du coup, il n'est pas vraiment encore acté, mais c'est... En fait, mon travail, c'est un journal intime, j'ai envie de dire. C'est un peu une sorte de... C'est une sorte un peu de piochage de trucs qui se passent dans ma vie, où je vis des trucs en tant que minorité, je vis des trucs en tant que personne qui fait des soirées techno, je vis des trucs en tant que personne qui a un job alimentaire et qui fait et qui travaille dans le milieu de la restauration. Et en fait, dans ma vie, ce que je dirais, en fait, j'ai catégorisé le monde A et le monde B, où le monde B est un peu ma vie ailleurs que d'être artiste, et le monde A est un peu ma vie d'artiste. Et le monde B, en fait, je vis tellement de trucs, et des fois des trucs qui sont... où des fois j'ai des sortes de backup de cette vie-là, où je me dis, ah mais ça c'est trop marrant, il se passe ça dans ma vie, est-ce que je pourrais pas prendre cet événement et le mettre dans le monde A pour créer genre justement une œuvre de ce truc-là. Et ça va de beaucoup de trucs, ça va par exemple d'une combinaison à roulettes, ce que j'ai faite, où après une soirée, j'avais fait un after avec des gens dans une maison, et je voulais rentrer chez moi, mais j'en pouvais plus, j'étais trop fatigué. Et du coup, la maison où se situait l'after, justement, était genre dans une pente ultra rude, et tout en bas, c'était chez moi, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, ça serait trop marrant de créer une combinaison avec des roulettes, et juste de se laisser tomber dans le vide, et juste de rouler comme ça, de faire sa petite sieste et tout. Et du coup, c'est des petites idées comme ça, des sortes de blagues qui partent de rien. Et je me dis, ah, mais ça serait trop marrant à le faire. Et genre ça tourne dans ma tête, et en fait j'ai trop besoin de le faire, je dois le réaliser, et le lendemain en fait la combinaison à roulettes est là, et souvent ça marche pas, genre c'est nul, l'objet final ne marche pas parce que je suis pas concepteur, je suis pas ingénieur, et c'est ça qui est trop bien avec l'art, c'est que tu as une idée première, tu crées un truc, souvent ça marche pas, il y a plein d'erreurs, et en fait l'objet est encore plus beau parce que tu as créé quelque chose à partir d'une idée, et au final qui sert à rien. Et ça devient autre chose, ça devient un objet, une sorte de combinaison avec des roulettes. Tu sais pas pourquoi ça a été fait, tu sais pas à quoi ça sert, mais c'est ça qui est beau en fait, c'est que si tu le montres à n'importe qui d'autre, tout le monde va avoir une perception différente du truc et va se dire bah pourquoi c'est ça, est-ce que c'est une combinaison pour faire des massages, est-ce que c'est une combinaison pour rouler sur les murs, est-ce que c'est un costume de super-héros, je sais pas. Et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est mon idée première était là, il y a eu un processus de création, de transformation, ça a donné quelque chose, et tous les autres gens auront une autre idée de ce truc-là, ou auront la même idée que moi, mais il y aura un échange, il y aura un truc qui se passe, quoi. Il y aura une discussion autour du truc. C'est ça, et ça sert pas vraiment à rien, du coup ça sert à déranger, ça sert à ouvrir un peu l'esprit des gens. Exactement. Ouais. Tout à l'heure, tu nous parlais du fait que tu fasses partie d'une minorité. Est-ce que tu dirais que ça a permis de générer en toi l'envie de faire de l'art engagé? Si oui, est-ce que tu dirais que ton art il est engagé? Si oui, dans quelle mesure? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais. En fait, la notion d'art engagé, elle a été très... cette notion, elle a été très je sais pas si je pourrais dire difficile à accepter, mais elle a été au tout début je m'y associais pas, en tout cas
Parce qu'en fait, j'avais l'impression de créer, j'avais l'impression de parler de moi, j'avais l'impression de parler de mes amis, des lieux que je côtoyais. Et pour moi, il n'y avait pas vraiment de volonté politique ou n'importe, il n'y avait pas de message à transmettre aux gens. À partir d'un moment, j'ai senti qu'il y avait ce truc, cette envie pour moi de parfois piquer les gens sur certains trucs, et des fois il y avait cette volonté assez politique, cette volonté, peut-être pas politique, mais au moins cette volonté de faire passer un message ou de piquer les gens, de leur dire hey, regardez ça quand même. À un moment, il y a eu ce truc-là, et pour certaines de mes œuvres, oui, bien sûr. Et après, longtemps après, en créant, je me suis posé cette question de est-ce que c'est engagé, est-ce que c'est politique. En fait, j'ai l'impression que pour moi, en fait, vu que je suis une personne minoritaire, vu que je suis une personne qui côtoie des personnes... vu que je suis une personne minoritaire, vu que je côtoie des minorités, vu que je suis souvent dans des lieux genre de scène techno, queer, en fait, forcément, je m'inspire et j'infuse dans ce milieu-là. Donc, ce que je crée, par essence, sera forcément un minimum politisé, un minimum... Enfin, il y aura un message, même si je le veux pas, de base, quoi. Et c'est un truc que je me suis rendu compte très récemment, c'est que parfois, il y a un message qui est voulu par moi, parfois, il n'y a pas du tout de message, et il y en a quand même un qui apparaît parce que c'est un truc qui m'entoure et qui fait partie de moi, du coup, forcément, c'est là, quoi. Oui, ton œuvre, elle est ancrée dans une réalité, dans une société qui est violente envers des groupes de personnes, etc. Et donc, oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire par là. Est-ce que tu penses que, du coup, cet engagement-là, tu dirais qu'il a commencé quand tu étais déjà aux Beaux-Arts, ou ça a déjà commencé avant les Beaux-Arts, quand tu étais dans ton petit village ou après les Beaux-Arts? En fait, j'ai compris mon identité queer au même moment où je suis rentré aux Beaux-Arts. Du coup, les Beaux-Arts et la création artistique a vraiment façonné mon côté justement queer, et inversement en fait. Du coup, c'est assez difficile pour moi de dissocier les deux parce que j'ai l'impression que ça arrivait au même moment, et que peut-être que ça serait arrivé avant, mon art serait pas celui qu'il est aujourd'hui, et inversement. Et en fait, je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'ai découvert mon homosexualité, et j'ai eu très du mal à rentrer dans ce milieu-là du monde gay, des applications, de rencontrer des gens, etc. C'était ultra, ultra brutal pour moi. Et du coup, je me suis construit un alter ego que j'ai appelé Blanc-Bec, qui est maintenant mon nom d'artiste, qui est ce mec ultra sexualisé, gay, blanc, qui se prend en photo dans le miroir, qui fait des selfies à moitié nu, qui envoie des news, qui correspond à un archétype qui pourrait être un homme homosexuel de 18 ans qui découvre son homosexualité, mais qui rentre dans un cliché parfait, quoi. Et en fait, c'est ça qui a permis de développer mon art, c'est que petit à petit, ce personnage, il correspondait à un mec qui va peindre, je sais pas, des corps nus, et petit à petit, ça va avancer comme ça. Et en fait, je vais me faire prendre à mon propre jeu où, de base, je voulais avoir un alter ego pour un peu me soulager de ce truc que je ne suis pas. Par moments, j'endosse la cape de l'homosexuel parfait, et c'est moi, c'est Blanc-Bec, qui va mettre une story Insta en mode un peu dénudé, en mode ah c'est drôle, je suis homosexuel, forcément je caricature. Et d'un autre côté, je suis moins normal, et il n'y a pas de souci. Et en fait, ces deux personnages, au bout d'un moment, ils vont fusionner et vont créer l'être que je suis aujourd'hui. Et en fait, ça crée l'art que je produis maintenant, qui est politique malgré moi, qui est à message malgré moi, en fait. Ok. Donc tu dirais que ton engagement, il n'est pas volontaire?
Au départ, il n'était pas volontaire. Mais maintenant, il l'est? Par moment, il l'est, par moment, il l'est pas. Des fois, j'ai juste envie de produire des objets, des œuvres qui, pour moi, veulent dire beaucoup de choses, personnellement, pas forcément politique, pas forcément... Et en fait, malgré moi, ça transparaît comme quelque chose de politique parce que enfin, c'est perçu comme ça, mais moi, c'était pas ma volonté première. J'ai vécu un truc à ce moment-là qui, moi, m'a touché personnellement. Je sais pas, j'ai rencontré une personne, machin, il s'est passé un événement. J'ai voulu recréer une œuvre à partir de ça. Et malgré moi, le centre des communs va voir autre chose et ça va marcher pour un message politique qui, de base, n'était pas pour moi, tu vois. Ok. Et il y a parfois du coup l'autre aspect ou pas? Parce que tu as dit oui et non, du coup, quand vraiment tu as dit que maintenant je pense que par exemple je veux créer une œuvre très politique et qu'au final elle se retrouve. C'est pas tellement arrivé, mais c'est arrivé que par exemple j'avais l'impression de créer un truc très fort, qui allait qui allait un peu faire du bruit, et au final qui a été passé sous silence et qui n'a pas forcément marché. Et justement, il y a une amie à moi qui parlait de ça. Enfin, je sais plus, je crois que c'est une citation d'un autre artiste, je sais plus c'est qui, mais qui disait c'est quand on veut plaire à tout le monde qu'on plaît à personne, et quand on parle d'un truc ultra personnel qu'on plaît à tout le monde. Et c'est assez vrai ce truc, je trouve que souvent ça marche, souvent quand on s'y attend pas et qu'on parle d'un truc. Ouais. Ok, ouais, je comprends. Est-ce que tu peux nous parler de l'aspect économique derrière ton art, dans le sens où, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as un boulot alimentaire à côté, donc tu ne vis pas de ton art. Malgré tout, tu vends ton art et tu te fais de l'argent par rapport à ton art. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet aspect-là? Est-ce que, par exemple, d'après toi, le fait de monétiser l'art, ça le rend moins pur ou moins... Est-ce que ça le dénature un petit peu? Est-ce que ça le rend utilitaire? Est-ce que tu vois, genre, le fait de savoir qu'après, il y a la volonté de le vendre, eh bien, ça rend ta motivation moins pure? Est-ce que je comprends ce que tu veux dire. Pour ma part, pas du tout, parce que j'ai l'impression que quand je produis quelque chose, ou quand je pense à quelque chose, je le pense d'abord pour faire de l'art et pas pour me faire de l'argent. Du coup, souvent ça n'interfère pas en fait. La plupart même des œuvres que j'ai créées, je les mets pas en vente parce que elles me tiennent trop à cœur en fait. C'est plus le cas par exemple pour les éditions, où je crée pas mal de fanzines, micro-éditions, mais il y a cette volonté de partage en fait, parce que l'édition c'est une technique, un procédé que j'aime beaucoup, parce que c'est une façon de faire une œuvre d'art et une façon de partager une œuvre d'art. Donc beaucoup de personnes peuvent y accéder parce que souvent c'est pas très cher, c'est un objet qu'on peut toucher, qui est palpable, c'est pas comme une peinture qui est sur un mur où on va forcément plus faire attention. Mais c'est des collections aussi, peu à s'échanger avec d'autres artistes. C'est ça exactement, il y a ce truc de trade, un peu d'échange, de collection, Puis ce que j'aime bien aussi, c'est de créer une édition. La plupart du temps, je vais la vendre et me faire un peu d'argent avec cette édition. Et en fait, l'argent que je vais récupérer avec cette édition, je vais le réimplanter dans une nouvelle édition. Il y a un peu ce cycle que j'aime bien, un peu ce recyclage au final, je gagne de l'argent, mais en même temps, pas tellement. Et c'est ça qui me plaît. Je comprends. Oui, je comprends. Parce qu'en fait, toi, du coup, finalement, comme tu n'as pas besoin de cet argent-là nécessairement, puisque tu as un travail à côté, en fait, ta motivation, elle n'est pas du tout financière, finalement. C'est ça. C'est ça qui est intéressant et qui est beau aussi, c'est qu'en fait, tu vis, tu te laisses pas dénaturer aussi par le besoin de l'autre, comme tu disais, et qui pouvait, peut-être toi, pas forcément te faire créer des choses que tu aimes et qui plaisent aux autres aussi, quoi. Ouais, complètement. On avait une autre question aussi. Ça va être une question un peu deep. Est-ce que c'est dur pour toi de créer
Dans le sens où, est-ce que mentalement, par exemple, ça peut être difficile si, par exemple, comme parfois tu l'as dit, tu vas créer de l'art engagé, etc. Est-ce que, bah, par exemple, être submergé par un génocide qui se passe, par exemple, en Palestine, ça peut te bloquer, même si tu aimerais faire des choses, par exemple, là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que c'est... Ouais. Bah, par exemple, c'est très difficile de créer. En fait, quand j'étais au Beaux-Arts, c'était très facile de créer parce que forcément, tu étais t'étais dans un lieu. Enfin, attends, je vais me répéter parce que j'ai tourné la tête. Oui et non, au Beaux-Arts c'était très facile de créer parce que tu es dans cette espèce d'énergie créatrice où tout le monde crée autour de toi, où tu es dans un lieu qui est fait pour créer, tu peux salir, tu peux détruire, tu as un atelier qui est à toi, donc tout est hyper facile. Genre, tu as une idée, tu peux la mettre en exécution directement quasiment. Aujourd'hui, sans atelier, c'est beaucoup plus difficile de créer. Tu as l'idée. Et du coup, tu vas pas forcément la créer tout de suite, tu vas y repenser, puis tu vas te dire que c'est nul au final, donc tu vas pas la créer. Tu vas l'écrire sur un bout de papier dans un carnet, ça va rester longtemps. C'est notre énergie, c'est pas la même que par exemple au Beaux-Arts. Et aujourd'hui, il y a la question aussi, enfin, il y a la question du boulot alimentaire qui est là et qui prend beaucoup de temps et qui fait que bah, il y a déjà beaucoup de journées où je peux pas travailler sur mon art. Il y a beaucoup d'énergie, enfin, il y a beaucoup d'énergie dépensée dans ce travail-là, donc plus beaucoup d'énergie pour penser. Et je pense que pour créer de l'art, il faut être énormément en repos. Parce que être dans un milieu très actif, en fait, enfin très actif, c'est ultra difficile de réfléchir dans des milieux où il se passe des trucs, où tu es déjà ultra actif physiquement. Ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. Du coup, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour moi de créer maintenant qu'avant, euh, avec ce qui est, enfin, avec la question genre du boulot alimentaire, de pas avoir d'atelier, de avoir, enfin, un loyer à payer. Enfin, forcément, il y a la question de l'argent qui revient et de se dire que bah, faire de l'art, ça coûte quand même de l'argent. Il faut créer des œuvres à partir de matières qui ne sont pas gratuites. Et forcément, ça ne peut pas marcher comme avant. Après, pour la question des événements, par exemple, historiques ou politiques dans le monde, en fait, je trouve que c'est un peu de la matière première. Souvent, c'est de là que ça arrive. Même pour moi, souvent, genre, j'ai vécu un truc dans la rue, même un truc nul. Par exemple, je sais pas, genre, je dis n'importe quoi, mais j'ai marché sur un escargot. Ça va me provoquer quelque chose et je vais avoir envie de produire quelque chose. N'importe quel événement, genre politique, peut marcher dans ce contexte-là. Moi, je sais que je prends énormément de pincettes avec ça et souvent, je le fais pas parce que j'ai un peu l'impression de m'approprier un truc. Qui me dépasse en fait. Genre souvent l'actualité, j'y touche pas parce que j'aurais trop... En fait, je me sens pas à l'aise de le faire. Donc, on s'est rendu compte, donc en un, 2, 3, en allant un peu voir donc, dans ton compte Instagram, etc., on a un peu regardé tes œuvres, et on s'est rendu compte que dans beaucoup d'entre elles, il y a la notion de la drogue qui revenait énormément, mais également celle de la sodomie et du pénis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça a à faire dans ton art et pourquoi tu travailles beaucoup sur ces sujets-là? C'est comme je disais, enfin, comme je le disais auparavant, il y a cette notion de Blanc-Bec, mon alter ego, qui était justement le mec homosexuel qui découvre sa sexualité. Et au bout d'un moment, cet alter ego, il a fusionné avec moi. Et du coup, j'ai fait mes propres expériences de rencontrer des garçons, aller en soirée, prendre des drogues. Et forcément, tous ces éléments-là ont créé des histoires, ont raconté des histoires qui ont déclenché des envies de créer. Et du coup, je ne me voyais pas
appliquer une sorte de censure à mon art juste parce que j'avais un mode de vie qui pouvait choquer certains ou qui pouvait ne pas être en adéquation avec certaines valeurs. J'avais un peu envie de cette limpidité, de cette transparence, de créer quelque chose à partir d'un truc qui me touche, qui est propre à moi, mais ne pas enlever les trucs qui pourraient être Ne pas choquants. lisser, quoi. Ouais, c'est ça, Ne ne pas pas lisser lisser les ton bords en art fait. et Et aller juste- dans le politiquement C'est correct. ça. Et justement, parfois en jouer justement ok, j'ai déjà pris de la drogue, ok, j'ai envie de parler par exemple, ça fait référence à une œuvre qui s'appelle Restitution du monde A au monde B. Ah non, je crois que c'est pas ça, c'est. Attends. Euh, Je crois que c'est élément de restauration, restitution du monde A au monde B. Et en fait, ça fait référence où, quand je faisais des soirées techno, souvent après être sorti de ces soirées, vu que j'avais consommé beaucoup de drogue, j'avais très faim. J'allais souvent dans des sortes de kebabs ou des petits restaurants comme ça qui payaient pas de mine, vraiment des trucs souvent genre infâmes. Et souvent, au mur de ces restaurants-là, il y avait, vous savez, des sortes de tableaux avec des tomates coupées en deux ou des salières, des poivrières, un peu les tableaux par défaut de restaurants un peu nuls. Et en fait, je me suis dit, c'est trop marrant d'avoir ces éléments-là qui reviennent tout le temps après chacune de mes soirées. Et en fait, je me suis dit que j'allais recréer ces tableaux avec moi, les éléments que je vois pendant mes soirées. Donc, ça s'est retrouvé avec des smartphones, des bouteilles de poppers, des petits sachets de drogue. Et du coup, j'ai recréé une série de tableaux complètes avec ces icônes de restauration qui étaient les miens, comme si je pouvais recréer carrément mon restaurant après ces soirées pour aller manger. Et du coup, souvent il y a cette amplification d'un truc qui pourrait être caché parce que c'est pas politiquement correct. Et souvent je l'amplifie encore plus jusqu'à faire des natures mortes de drogue parce que c'est un moment de ma vie et c'est marrant de le mettre en scène alors que ça pourrait être caché, quoi. Ouais, et ça fait du coup partie de justement ce journal intime, quoi. C'est ça. C'est ta soirée, c'est comme ça que tu la vois et c'est comme ça qu'elle est. Exactement. Et tu l'amplifies un peu parce que c'est bien quand même. Mhm. Mais justement, est-ce que tu penses que tu as une œuvre préférée? Et si oui, est-ce que tu pourrais nous la partager, nous l'expliquer Je pense qu'il y a un de mes travaux qui a été le plus dur à réaliser techniquement et qui a beaucoup impacté, c'est un pédiluve sur roulette. Et ça fait référence à beaucoup de trucs qui se sont passés en même temps, donc je pense que c'est assez marrant d'en parler. En fait, depuis tout petit, je suis ultra intrigué par les pédiluves. C'est ces petits bassins où on met les pieds avant d'aller à la piscine, là. Et ce truc-là, il est arrivé parce que quand j'étais tout petit, j'ai failli me noyer dans une piscine, une énorme piscine. Et du coup, après ce truc-là, genre, les pédiluves, c'était un peu ma safe place, en mode, ok, c'est la piscine, mais où je suis sûr de pas me noyer. Et en même temps, ça me faisait trop rire parce qu'il y avait toute cette histoire de c'est censé désinfecter les pieds, mais au final, est-ce qu'on n'attraperait pas plus de maladies parce que tout le monde met ses pieds dedans? Il y a des gens qui passent sur les côtés pour pas mettre leurs pieds dedans. Il y avait toute une sorte d'histoire autour de ce petit bassin qui était vraiment rien et que je trouvais fascinant quand j'étais petit. Et il y a eu le moment du Covid, bien après justement, où l'école des beaux-arts était fermée, et on nous demandait de créer, mais sans atelier, à partir de rien. On n'avait pas de cours en visio parce qu'on n'allait pas faire de la peinture en visio, et du coup pendant un an on était reclus sur nous-mêmes, et du coup il y a eu cette question de porter un masque, se désinfecter les mains, ne pas, rester à 1 mètre de distance, et du coup ce truc du pédiluve est revenu à moi comme une étape de plus à faire en fait. C'était un peu le pédiluve, on se désinfectait les pieds pour pas contaminer la piscine.
le masque qu'on mettait pour pas contaminer les autres, on se désinfectait les mains pour pas contaminer les autres. Et du coup, je me suis dit, ça serait trop marrant de faire un pédiluve sur roulettes pour les mettre devant les magasins pour qu'ils se désinfectent les pieds en plus de se désinfecter les mains et de porter un masque. Et du coup, j'ai réalisé ce truc-là, ce pédiluve sur roulette. Et pendant un des déconfinements, justement, c'est un pédiluve ultra lourd. Le truc, il pèse 100-200 kilos peut-être, en carrelage, avec de l'eau chlorée dedans. Et c'était à Rouen, du coup, un jour j'ai décidé de le balader pour essayer de le mettre devant un magasin. Au départ, je l'ai mis à l'entrée des parcs. Les gens se demandaient ce que c'était ce truc-là. Il y en a, ils passaient dedans, il y en a, ils passaient à côté. Il y a des gens qui me demandaient c'était quoi la volonté. Il y en a, ils trouvaient ça très drôle. Il y en a, ils comprenaient pas du tout. Et j'ai essayé de le mettre genre 5 minutes devant Zara. Bon, ça a marché pendant 5 minutes parce qu'après le vigile m'a dégagé. Mais il y a des gens qui ont passé comme si c'était vraiment une nouvelle mesure, quoi. Enfin, et je trouvais ça fou. Et du coup, ils avaient les pieds mouillés? Ouais, ils avaient les chaussures chlorées, quoi. Enfin, c'était un fond d'eau. Ouais, en mode. Parce que le truc était quand même très propre et très clean. Genre. Et ce truc-là, j'ai trouvé ça fou de le faire. Mais ouais, peut-être que ça aurait dû être une mesure à prendre en compte pour le Covid. Ok. Et je pense que c'est venu aussi parce que. Cette idée m'est venue aussi parce que ma mère m'avait parlé qu'à un moment, pas très loin de chez nous, il y avait un village qui avait une épidémie de... Je sais plus c'était quoi, c'était grippe H1N1 ou je sais pas. Enfin, il y avait une grosse épidémie d'un truc, je sais plus c'était quoi. Et elle m'avait parlé de sortes de pédiluves justement sur la route. Mais pour les voitures, en fait, pour éviter de passer le virus d'un village à un autre. Et en fait, ils désinfectaient les pneus des voitures, genre dans des gros bacs sur la route, genre en mode, comme des dos d'âne inversés, mais avec du produit désinfectant. On est sûr de la véracité scientifique de l'utilité de désinfecter les pneus et pas genre l'intérieur de la voiture, par exemple. Elle m'avait parlé de ça et je trouvais ça fou. Et en fait, je pense cette idée du pédiluve, elle m'a toujours un peu trotté dans la tête et au moment du Covid, ça a été un peu la raison de le faire, quoi. Même si je savais que justement, c'est toujours un peu cette même idée. J'ai l'idée, je trouve ça marrant de le faire. Techniquement, ça marchera pas parce que ça désinfectera rien, mais c'est la volonté de le faire et au final de créer un objet qui devient autre chose et où les gens se posent des questions sur cet objet et à quoi ça sert. Est-ce que tu dirais que ça pourrait rentrer dans une espèce de forme de satire aussi de la situation qui se passait Complètement. Je pense, toutes mes sortes d'interventions sur le monde réel, c'est des satires, mais souvent j'y pense pas vraiment parce que pour moi j'ai juste l'impression que c'est des blagues en fait. C'est mon cerveau qui me dit ah mais ça serait marrant de le faire parce que c'est trop bizarre de faire ça et après ça se traduit comme une satire mais souvent c'est pas pensé comme ça. Ok. Est-ce que pour finir, parce que je pense qu'on est pas loin de la vérité, est-ce que pour finir tu pourrais nous parler par exemple de tes futurs projets, si tu en as, tes futures expositions, tes futures œuvres, je sais pas si. Il y en a encore. Alors j'ai une exposition bientôt à la Communale Saint-Ouen, à Paris du coup, où c'est une expo collective qui s'appelle Rêve Party, donc monde de la fête, tout ça, donc qui rentre intégralement dans ce que je produis en général. Et j'ai une autre expo au mois de juin qui est la Biennale de Mulhouse, Biennale des commencements. Donc c'est tous les artistes émergents qui sont invités. C'est à peu près 2-3 artistes par école des beaux-arts qui sont invités à proposer quelque chose. Donc là ça va être une installation performance de structure en métal. Et en gros, le but je suis parti d'un show BDSM que j'avais vu à une soirée techno où la personne utilisait des bougies et faisait fondre de la cire sur des gens et tout. Et en fait, je vais transformer ça et combiner une sorte de show BDSM et en fait un dîner aux chandelles, ce
qui est un peu le plot twist entre le dîner aux chandelles, le truc plus conventionnel, et le show BDSM qui l'est beaucoup moins, et créer un truc tout autour de ça. Créer toute une performance autour de ça, avec une pizza. Voilà. Ok, trop bien. Ok, trop hâte de voir ça. Oui. Trop bien. Et puis merci en tout cas d'avoir participé. Oui. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, c'était super intéressant. Et puis à bientôt. Merci, à bientôt.